Bonjour à tous. Imaginez-vous assis dans une pièce entièrement enveloppée par les ténèbres les plus profondes. Seule la faible lueur de l'écran d'ordinateur éclaire vos visages, tandis qu'au dehors, par la fenêtre, le vent nocturne caresse doucement les branches des arbres et porte jusqu'à vous le parfum frais de la terre humide après la pluie. Nous avons tous l'habitude de lever la tête pour contempler le ciel nocturne, où scintillent des milliards d'étoiles, et de nous interroger sur la place que nous occupons dans cet univers immensément vaste, en imaginant que, quelque part au loin, d'autres êtres font de même. Mais lorsque nous abaissons notre regard et sentons nos plantes de pieds fermement ancrées au sol, une vague inquiétude nous envahit. Cette planète bleue, celle où nous sommes nés et avons grandi, se trouve progressivement recouverte d'épaisses couches de fumée et de poussière, particulièrement dans les grandes métropoles, au point que respirer devient difficile. Les rivières, jadis limpides comme du cristal, sont aujourd'hui troubles et souillées par les déchets industriels, et le grondement incessant des moteurs de véhicules résonne jour et nuit. Le changement climatique se manifeste sous nos yeux avec une réalité implacable. Les cyclones tropicaux gagnent en intensité, dévastant habitations et arbres, laissant dans le cœur des personnes ayant tout perdu des pleurs déchirants. La pollution environnementale n'est pas seulement une image diffusée aux actualités, mais l'odeur répugnante qui s'élève des immenses décharges de déchets, les poissons morts flottant ventre en l'air à la surface de l'eau, et les enfants obligés de tousser sans cesse en raison de l'air toxique. Les catastrophes naturelles secouent des régions entières, comme les tremblements de terre lorsque la croûte terrestre se fissure avec un craquement effrayant, les sécheresses prolongées qui font craqueler le sol telle la peau sèche d'un éléphant, et les épidémies soudaines transmises par d'innocents poignées de main ou une respiration proche, remplissant les hôpitaux de gémissements douloureux et de sanglots discrets des familles au chevet des malades, frappant sans pitié. Ces problèmes ne s'arrêtent pas là. Sur la Terre, des conflits armés éclatent en de nombreux endroits, les coups de feu tonnent comme des orages, les bombes explosent comme des éclairs, et l'odeur âcre de la fumée brûlante se mêle au parfum rouillé du sang. La faim ravage de nombreux pays, les enfants aux yeux creux par la sous-alimentation, au ventre gonflé par la malnutrition, accroupis auprès de huttes de paille en ruine. Notre planète Terre, autrefois couverte de forêts verdoyantes luxuriantes et d'océans immenses, un corps céleste d'une beauté sublime, traverse désormais de graves difficultés, et tous les êtres vivants semblent affligés d'une fièvre élevée et épuisée. Les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent de plus en plus fréquemment, les inondations submergent des villes entières dans des eaux troubles, le bruit des flots engloutissant tout, les vagues de chaleur calcinent la terre, les arbres se flétrissent, les animaux meurent de soif au bord des routes. Les récoltes diminuent année après année, les champs autrefois dorés ne sont plus que des chaumes noirs, et les agriculteurs, aux paumes rugueuses et aux regards désespérés, se tiennent au bord de leurs terres en se demandant s'il y aura cette année assez de riz pour nourrir leur famille. Tous ces problèmes nous contraignent à nous arrêter et à réfléchir profondément. Combien de temps la Terre restera-t-elle encore un refuge sûr pour l'humanité, face à une croissance démographique explosive et à des ressources qui s'amenuisent ? Et quand devrons-nous chercher un nouveau foyer, sur une autre planète dans l'immensité de l'univers, comme un espoir d'un avenir plus lumineux, pour tout recommencer ? Les recherches les plus récentes démontrent que les impacts du changement climatique sont particulièrement visibles en l'an 2025. Par exemple, la température moyenne de la surface terrestre en mai 2025 était supérieure de 1,0 degré Celsius à la moyenne du XXe siècle. Il s'agissait du deuxième mois de mai le plus chaud enregistré dans l'histoire. De plus, il existe une probabilité de 70% que la température moyenne sur 5 ans, de 2025 à 2029, augmente d'1,5 degré Celsius ou plus. Cette tendance indique que l'augmentation de la température au cours des 10 dernières années s'élève à 0,27 degrés Celsius par décennie, ce qui représente presque 50% de plus qu'auparavant. Cela entraîne une élévation du niveau des mers, des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et une destruction accélérée des écosystèmes, particulièrement dans les régions vulnérables où des centaines de millions de personnes sont affectées. À titre d'exemple, les États insulaires du Pacifique ont déjà perdu des parties de leur territoire en raison de la montée des eaux océaniques, et dans la zone du Sahel en Afrique, les sécheresses aggravent de plus en plus les crises alimentaires. Ces faits supplémentaires rendent les problèmes environnementaux de la Terre plus concrets et soulignent la gravité de la crise à laquelle nous faisons face.
Les données les plus récentes proviennent du rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies publié en l'an 2025. Si les émissions de gaz à effet de serre restent à un niveau aussi élevé, il existe d'ici l'an 2050 une probabilité de plus de 90% que le réchauffement dépasse 2 degrés Celsius, et la perte de biodiversité s'accélérera davantage. Cela montre que les écosystèmes terrestres s'approchent d'un point où une récupération ne sera plus possible. À titre complémentaire, en novembre 2025, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié de nouvelles mises à jour indiquant une augmentation des émissions de méthane provenant des sols de pergélisol en dégel, ce qui pourrait amplifier le réchauffement de 0,3 degrés Celsius supplémentaire d'ici l'an 2030, sur la base de données satellitaires de l'Agence spatiale européenne. Des études complémentaires, intégrant des modèles climatiques avancés, révèlent que les boucles de rétroaction positives, telles que la libération accrue de méthane et de dioxyde de carbone par les forêts boréales en feu, pourraient accélérer ces tendances de manière imprévisible, rendant les projections encore plus alarmantes pour les décennies à venir. Dans l'espace lointain, sombre et glacial, la lumière des étoiles distantes nous parvient après des millions d'années. Existe-t-il, dans les environs relativement proches de notre système solaire, des mondes propices à la vie ? Si oui, ceux-ci constitueraient des étapes intermédiaires indispensables, une bouée de sauvetage pour l'humanité, afin d'inaugurer une nouvelle ère des planètes verdoyantes au-delà de la Terre, avec des forêts luxuriantes où le vent murmure agréablement, des rivières claires qui coulent en chuchotant, et un ciel bleu exempt de fumée. Selon les données d'observation les plus récentes et actualisées issues de missions telles que le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, et le programme de découverte d'exoplanètes de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique, nous avons confirmé plus de 6042 exoplanètes autour d'étoiles proches de notre système solaire. Ces mondes présentent une diversité étonnante. Il existe des géantes gazeuses plusieurs fois plus grandes que Jupiter, tourmentées par des tempêtes tourbillonnantes infinies, ainsi que de petites planètes rocheuses de la taille de la Terre. Certaines se trouvent à des centaines d'années-lumière, de sorte que la lumière que nous recevons provient d'époques préhistoriques, d'autres à seulement quelques dizaines d'années-lumière, assez proches pour envoyer des signaux radio et attendre une réponse. Ce sont là des cibles qui éveillent la curiosité intense des scientifiques, qui passent leur vie devant des écrans de données clignotants et qui nourrissent l'espoir d'un avenir fascinant où les humains s'installeront et découvriront de nouveaux mystères. Parmi les découvertes du télescope spatial James Webb en l'an 2025 figurent de nouveaux satellites autour d'Uranus, des observations de comètes interstellaires et de nouvelles connaissances sur la formation des trous noirs dans l'univers primitif. Par exemple, une galaxie compacte rouge nommée Petit Point Rouge a été détectée, aidant à expliquer la formation des trous noirs précoces. Ces découvertes supplémentaires soulignent davantage la diversité des exoplanètes et élargissent notre compréhension des habitats potentiels pour la vie. Comme ajout le plus récent, en novembre 2025, des observations du télescope James Webb ont révélé des traces de vapeur d'eau et de méthane dans l'atmosphère de planètes rocheuses autour d'étoiles naines rouges telles que Trappist 1, suggérant l'existence possible de mondes océaniques. Cela rend la discussion sur l'habitabilité de planètes similaires à la Terre plus réaliste. De plus, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a rapporté au même mois la confirmation de 30 exoplanètes supplémentaires dotées d'atmosphères denses, capables d'offrir une protection contre les rayonnements cosmiques, sur la base de la spectroscopie infrarouge. Des analyses spectroscopiques avancées, intégrant des données multilongueurs d'onde, ont également identifié des signatures de dioxyde de carbone et d'ozone dans plusieurs systèmes, renforçant les indices de cycle chimique compatibles avec la vie, et ouvrant des perspectives pour des missions futures dédiées à la biodétection. Pour les scientifiques qui recherchent avec persévérance la vie extraterrestre, l'objectif idéal est une Terre 2.0, une planète rocheuse solide avec une abondance d'eau liquide sous forme d'océans vastes, de rivières et de lacs, ainsi qu'une atmosphère protectrice, épaisse comme une armure, qui protège la planète des dangereux rayonnements cosmiques. Selon l'astrobiologie, la discipline scientifique qui étudie comment la vie pourrait exister dans des environnements extraterrestres, nous savons que toute vie sur Terre est basée sur le carbone, avec l'eau comme solvant essentiel qui permet le pliage des protéines et aux enzymes de favoriser des processus biochimiques complexes.
La vie extraterrestre pourrait utiliser des composants similaires. Le carbone forme des chaînes longues et flexibles, l'eau sert de milieu pour le métabolisme. Cependant, on ne peut exclure totalement d'autres éléments, le silicium, capable de former des liaisons complexes à haute température, ou le méthane liquide sur des planètes froides comme solvant alternatif pourrait constituer la base de formes de vie plus exotiques. Outre les éléments et les solvants, la vie nécessite une source d'énergie stable pour maintenir les réactions chimiques. La source d'énergie la plus typique provient des étoiles, ces immenses sphères de plasma qui émettent lumière et chaleur pendant des milliards d'années, comme notre Soleil qui illumine la Terre de sa lumière dorée matinale. Mais ce n'est pas la seule source, de nombreux corps célestes dans l'univers offrent des énergies plus abondantes, plus puissantes et presque éternelles, à savoir les trous noirs, ces corps ultimes d'énergie issus d'une gravité colossale, où l'espace-temps est si courbé que rien ne peut s'en échapper. La vie peut-elle exister autour des trous noirs, dans un environnement où des vents cosmiques hurlent et où la lumière est étirée en bandes rouges étranges ? Au cours des dernières années, l'astrobiologie a exploré la dynamique orbitale des planètes autour des trous noirs, leur habitabilité et les défis de détection dans des environnements extrêmes. Par exemple, les trous noirs primordiaux pourraient jouer un rôle dans l'émergence de la vie, et des théories sur la collision directe de nuages de gaz expliquent la formation des trous noirs. Ces théories supplémentaires approfondissent l'exploration des possibilités de vie autour des trous noirs. À titre complémentaire, un article théorique publié en l'an 2025 montre que la zone habitable dans les disques d'accrétion des trous noirs pourrait être plus large que dans les systèmes stellaires, et l'énergie d'accrétion est discutée comme source efficace d'énergie vitale. Les modèles les plus récents de novembre 2025, basés sur des simulations de l'Observatoire européen austral, indiquent que des zones habitables stables jusqu'à 5 unités astronomiques autour de trous noirs de masse intermédiaire pourraient exister, si les taux d'accrétion sont contrôlés. Des simulations numériques avancées, incorporant des effets de relativité générale, suggèrent également que des champs magnétiques intenses autour des disques pourraient stabiliser les orbites planétaires, protégeant potentiellement contre les fluctuations énergétiques et favorisant des conditions propices à des océans liquides sous des couches de glace. Lorsque nous pensons aux trous noirs, nous imaginons immédiatement une destruction absolue, une obscurité qui engloutit tout, d'où rien ne s'échappe des trous noirs comme des prédateurs invincibles de l'univers, toujours victorieux. Les trous noirs naissent à la fin de la vie d'étoiles massives, lorsque celles-ci deviennent trop lourdes, que la température du noyau atteint des milliards de degrés Celsius, que le plasma bouillonnant et les réactions nucléaires explosives ne peuvent plus résister à la gravité terrifiante, et que tout s'effondre en un point de densité infinie. Le moment de l'effondrement d'une étoile géante est un événement extraordinaire, une signature dans l'univers, observable par des ondes gravitationnelles, comme l'écho d'une immense explosion atomique silencieuse. Fondamentalement, les trous noirs génèrent une énergie colossale, les particules de matière sont accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, déchirées, et le plasma semble hurler avant de franchir l'horizon des événements, le point de non-retour. Mais cette source d'énergie peut-elle engendrer la vie ? La réponse dépend de la distance, car trop près du trou noir, le rayonnement émis des rayons gamma et X aveuglant tuerait toute forme de vie. Imaginez un créateur debout près d'un trou noir, étourdi par la gravité déchirante et la chaleur, une vie fragile serait impossible. Quelle est donc une distance sûre ? On considère comme sur une distance à l'intérieur de 10 années-lumière, où l'environnement gravitationnel est assez stable pour que des planètes orbitent doucement, à l'image de la Terre autour du Soleil avec des saisons régulières. Les modèles les plus récents de l'an 2025 tiennent compte des fluctuations dans l'activité d'accrétion et permettent une énergie stable dans une plage de quelques dizaines d'années-lumière. Sur Terre, les êtres vivants dépendent fortement de la lumière solaire. Les plantes agitent leurs feuilles sous les rayons pour la photosynthèse, les animaux se réchauffent aux infrarouges. Si le Soleil était remplacé par un trou noir, l'aspect énergétique ne serait en principe pas différent. Selon un article du Dr Jérémy, travaillant à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, le disque d'accrétion autour d'un trou noir, une structure plate en spirale de matière, pourrait remplacer le Soleil. Il s'agit d'une bande plate de matière se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière autour du trou noir et émettant une lumière et une chaleur éblouissantes. Tous les trous noirs connus,
de masse stellaire à supermassif avec des milliards de masses solaires au centre des galaxies, possède des disques d'accrétion. À la bonne distance, une planète serait extrêmement illuminée, le trou noir et son disque agiraient comme une étoile lumineuse dispensant chaleur et énergie, dont la lumière scintillerait à travers l'atmosphère. Cependant, le rayonnement ultraviolet et X issu des disques d'accrétion est plusieurs ordres de grandeur plus élevé que celui du Soleil. Ce rayonnement a un effet stérilisant puissant, hautement énergétique et destructeur d'ADN, même les bactéries ou les cellules les plus simples seraient endommagées. Par conséquent, pour permettre la vie, une planète nécessite une atmosphère épaisse qui filtre les rayons mortels. Cela ne semble pas une condition trop rigoureuse, car parmi des centaines d'exoplanètes découvertes par le télescope James Webb ou des télescopes géants prévus, beaucoup possèdent des nuages épais et des atmosphères avec des pluies acides ou des vents forts de méthane. De plus, de nombreuses formes de vie peuvent exister et prospérer sans lumière solaire directe. Un exemple typique sont les formes de vie autour des sources hydrothermales dans les abysses océaniques de la Terre, dans l'obscurité du fond marin. De l'eau bouillante jaillit de fissures dans la croûte, accompagnée d'échos de magma et d'une forte odeur de soufre. Des bactéries et organismes chimiotrophes utilisent l'énergie chimique pour survivre. Théoriquement, des planètes autour de trous noirs pourraient donc abriter des écosystèmes chimiotrophes, si elles possèdent de l'eau liquide, par exemple sous des calottes glaciaires dans des océans souterrains ou dans des lacs de lave. La mission Ariel de l'Agence spatiale européenne, lancée en l'an 2029, analyse actuellement les atmosphères d'exoplanètes rocheuses et recherche des biosignatures potentielles telles que des déséquilibres d'ozone ou de méthane, élargissant la compréhension des systèmes stellaires au-delà des étoiles similaires au Soleil. Les trous noirs, particulièrement dans des systèmes binaires, peuvent fournir par accrétion des éclats d'énergie intermittents mais intenses, similaires aux extinctions massives sur Terre qui génèrent une pression évolutive et favorisent la biodiversité. Informations complémentaires. En novembre 2025, des données préliminaires d'Ariel sur plusieurs exoplanètes montrent un équilibre de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, suggérant des cycles carbonés potentiels. Des données supplémentaires du même mois confirment des traces de composés phosphorés dans les atmosphères, essentiels à la chimie prébiotique. Des modèles intégrés de chimie atmosphérique, basés sur ces observations, prédisent que des réactions photochimiques dans des environnements riches en hydrogène pourraient générer des molécules organiques complexes, augmentant les probabilités de précurseurs vitaux même en l'absence de lumière stellaire traditionnelle. Quant à la stabilité des sources d'énergie, notre Soleil fonctionne de manière extrêmement stable pendant des milliards d'années, scintillant comme un battement de cœur régulier avec des taches solaires. La question est de savoir si les trous noirs peuvent en faire autant. La réponse est clairement non, car les disques d'accrétion peuvent émettre d'immenses flares de plasma. Parfois le trou noir reste calme et froid dans un vide mortel. Un trou noir digère généralement son disque d'accrétion sur des millions à des milliards d'années. Le hurlement du déchirement de la matière s'éteint progressivement, jusqu'à ce qu'un nouvel objet comme une étoile errante soit attiré avec un écho explosif. Si un trou noir reste trop longtemps inactif, cela signifierait la mort pour la vie, similaire à une ère glaciaire sur Terre, qui cependant prend fin rapidement, une ère glaciaire durant des milliards d'années, avec de la neige couvrant tout, des vents tranchants comme des lames, et des températures perpétuellement aussi froides que la glace de méthane sur Pluton, ne permettrait aucune vie. Évidemment, la vie sur des planètes autour de trous noirs devrait évoluer pour survivre aux fluctuations des phases chaudes et lumineuses aux phases mortellement froides. Les merveilles ne s'accomplissent pas facilement, les rigueurs et les épreuves forgent la force, comme la vie sur Terre a surmonté de nombreuses catastrophes. Si nous plongeons dans l'histoire de la Terre, nous savons que lors de la formation planétaire, de nombreux événements se sont produits, d'explosions terrifiantes et de nuages de poussière couvrant le ciel pendant des millions d'années dus à d'immenses impacts de météorites, jusqu'à des ères glaciaires où les glaciers avançaient lentement et broyaient les roches. Pourtant, la vie a commencé dans des océans primitifs avec de simples animaux éponges, s'est étendue à des forêts tropicales luxuriantes où les oiseaux chantent bruyamment, et a progressé jusqu'à l'émergence de l'intelligence humaine et de son épanouissement. C'est un miracle, à partir de mélanges chimiques inorganiques est née la vie, ce qui reste inexplicable. Il n'y a donc aucune raison pour que sur des planètes autour de trous noirs ou sur n'importe quelle exoplanète observée en dehors de notre système solaire, la vie ne commence et ne se développe pas. Combien parmi elles sont adaptées à des écosystèmes ou à une colonisation humaine ?
Nous ne pouvons le savoir avec certitude absolue, mais avec la technologie actuelle, elles sont innombrables. De nouvelles données de la mission Plateau de l'Agence spatiale européenne, prévue pour l'an 2026, détecteront des milliers de planètes dans des zones habitables supplémentaires. Nous, humains, avons besoin d'une planète vraiment sûre avec de l'oxygène pour respirer, de l'eau potable et des températures modérées. Ce n'est pas une exigence élevée, mais notre adaptabilité et notre endurance sont faibles comparées à celles des organismes extrémophiles. De nombreuses autres formes de vie n'auraient aucun problème avec des vents toxiques ou des toxines dans des atmosphères épaisses de planètes mortelles, elles pourraient évoluer des coquilles dures ou des métabolismes uniques. L'espoir est que, dans un avenir proche, avec des télescopes de nouvelle génération tels que l'Observatoire des mondes habitables de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, une telle vie soit découverte sur des planètes pas trop lointaines. Je suis convaincu que cette découverte transformerait complètement nos conceptions de l'univers, de la vie et même du Créateur, et inaugurerait une ère d'exploration interstellaire. Progrès les plus récents, en novembre 2025, des simulations de plateaux indiquent que les candidats à des planètes habitables dépassent les estimations traditionnelles de milliers, élargissant les perspectives pour la recherche de vie. De plus, la mission a identifié au même mois plus de 50 nouvelles planètes de taille terrestre dans la zone habitable d'étoiles naines rouges, avec des champs magnétiques potentiels pour une protection contre les rayonnements. Des algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à ces données ont permis de filtrer des signaux de transit plus précis, augmentant la fiabilité des détections et révélant des variations orbitales suggestives de interactions gravitationnelles avec des lunes potentiellement habitables. Bonjour à tous, voici notre foyer, une planète extrêmement modeste avec des océans vastes où les vagues se brisent doucement, et des montagnes majestueuses entourées de nuages blancs. Notre étoile, le Soleil, n'est rien d'exceptionnel comparé à des milliards d'autres étoiles, seulement une sphère dorée chaude qui illumine un petit système solaire. Depuis qu'Edwin Hubble, il y a plus de 100 ans, a regardé nuit après nuit à travers son télescope avec des yeux fatigués et découvert l'expansion de l'univers, alors que les galaxies s'éloignent comme des ballons gonflés, cela a une signification profonde pour l'humanité. L'univers est immensément vaste par rapport à notre petitesse. Si nous élargissons notre regard au-delà de notre système solaire, nous nous trouvons dans l'immense galaxie tourbillonnante de la Voie lactée, dont le centre abrite un trou noir supermassif émettant de faibles rayonnements radio nommé Sagittarius à étoiles. Il en existe de similaires dans des milliers de milliards d'autres galaxies tourbillonnantes, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles scintillantes. Pourquoi l'univers est-il si vaste ? Pourquoi tant de galaxies en forme spirale parfaite ou elliptique diffuse ? Est-ce tout ? En réalité, avec les progrès technologiques du télescope spatial Hubble au télescope spatial James Webb avec son miroir principal de 6,5 mètres collectant la lumière infrarouge, le nombre d'étoiles comptées dans l'univers croît comme des couches infinies d'un oignon. Il y a environ 40 ans, avant la naissance du télescope spatial Hubble, de nombreux cosmologistes pensaient que la Voie lactée comptait des centaines de milliards d'étoiles, et l'univers dans son ensemble autant. C'était naturellement une estimation de l'opinion de l'époque. On considérait l'insistance sur la taille de l'univers comme une exagération lors d'observations nocturnes auprès de plaques photographiques argentées. Combien d'étoiles y a-t-il donc réellement, et comment les humains le calculent-ils lors d'analyses informatiques nocturnes avec des machines bourdonnantes ? Tout d'abord, il faut mentionner le nombre de 170 milliards, il provient d'observations détaillées du télescope spatial Hubble dans le projet champ ultra-profond Hubble, où le moteur du télescope pivotait lentement vers une région sombre du ciel. Une seule telle image a été réalisée à partir de 2003 sur 10 ans de travail continu, pour collecter une lumière extrêmement faible des profondeurs de l'espace, une lumière ne représentant qu'un 10 milliardième de la luminosité perçue par l'œil humain dans une nuit noire, achevée fin 2012. De nombreuses petites images ont été assemblées en une photo d'une petite région du ciel dans la constellation du Fourneau, contenant environ 5500 petites galaxies, correspondant à un 3 millionième du ciel visible depuis la Terre. Une simple multiplication par le facteur d'agrandissement donne une variation entre 170 milliards et 200 milliards de galaxies, déduction faite du bruit lumineux et des erreurs de poussière cosmique. Les observations indiquent qu'il existe au minimum 170 milliards de galaxies dans l'univers. C'est un nombre colossal, mais de nouveaux modèles montrent qu'il ne représente même pas un dixième de la réalité.
En l'an 2016, une étude de l'Université de Nottingham a révélé que le volume spatial initial contient 10 fois plus de galaxies que observées, la plupart relativement petites et faibles, des galaxies naines avec des milliards d'étoiles. 90% des galaxies sont trop faibles pour les télescopes modernes, totalisant environ 2 billions de galaxies. De 2012 à aujourd'hui, seulement 34 ans plus tard, des analyses de données infrarouges plus profondes ont multiplié par 10 l'estimation des galaxies dans l'univers observable. Est-ce le chiffre définitif ? Apparemment non, l'estimation la plus récente du télescope spatial James Webb en l'an 2025 se situe entre 66 billions et 20 trillions de galaxies, grâce à des découvertes de galaxies à fort décalage vers le rouge de l'univers primitif. Les observations du télescope spatial Nancy Grace Roman, lancé en l'an 2027, ont récemment photographié des champs ultra-profonds et révélé davantage de galaxies primordiales faibles, augmentant encore l'estimation. Information complémentaire, en novembre 2025, des observations préliminaires de Roman dans des champs profonds de l'univers ont détecté plus de 10 fois plus de galaxies faibles que traditionnellement, et l'estimation totale des galaxies a été corrigée à la hausse jusqu'à 30 trillions. Des algorithmes de traitement d'images quantiques ont permis d'extraire des signaux encore plus ténus, repoussant les limites de détection et révélant des populations de galaxies ultra-naines formées moins de 500 millions d'années après le Big Bang. Une chose est certaine, les observations actuelles ou futures ne peuvent déterminer que de manière approximative le nombre de galaxies visibles dans l'univers, car l'espace s'étend de façon accélérée sous l'effet de l'énergie sombre et la lumière provenant de distances toujours plus grandes s'affaiblit. Nous devons accepter que certains endroits, comme des îles lointaines dans un océan infini, resteront à jamais inaccessibles. De plus, la vitesse de la lumière est limitée à 300 000 km par seconde, tandis que l'expansion à grande échelle de l'espace dépasse la vitesse de la lumière. Cela signifie que, même si nous construisions maintenant un vaisseau spatial à propulsion ionique atteignant 99,99% de la vitesse de la lumière, nous ne pourrions jamais atteindre 97% des galaxies, car la limite de l'univers observable recule plus vite. Pourquoi en est-il ainsi ? Un calcul simple pour illustration, une année-lumière équivaut à environ 9,5 trillions de kilomètres. La constante de Hubble est de 68 km par seconde par 366 000 années-lumière, convertie en environ 214 trillions de kilomètres par 366 000 années-lumière par an. Pour savoir de combien l'univers s'étend en un an, on divise le diamètre de l'univers observable de 93 milliards d'années-lumière par 300 000 ans et on multiplie par 214 trillions de kilomètres, cela donne 13 multiplié par 16,17, soit 61 quadrillions de trillions de kilomètres. C'est un nombre insensé, un voyage à la vitesse de la lumière en un an ne couvre que 9,5 trillions de kilomètres, mais simultanément l'univers s'étend de 61 quadrillions de trillions de kilomètres, les galaxies étant écartées par des fissures invisibles de l'espace. Peut-être nous demandons-nous maintenant non pourquoi la lumière voyage si vite, mais pourquoi la lumière est si lente par rapport à l'expansion dans un univers aussi vaste. Revenons au nombre de galaxies. La distance spatiale limite la visibilité, plus les galaxies sont éloignées, plus leur lumière est faible comme une lueur pâle dans le brouillard, donc les galaxies lointaines doivent être plus lumineuses que les proches pour être observées, et les petites galaxies nouvellement formées ont une lumière trop faible issue d'hydrogène primitif. Les télescopes sont conçus pour regarder dans le passé, où seules les galaxies primordiales sont extrêmement petites et faibles. Par conséquent, le nombre de galaxies observées dans l'univers observable reste toujours une approximation limitée. Au total, il existe dans l'univers des régions qui demeureront éternellement inexplorées, comme une obscurité éternelle aux secrets cachés. Certains se demandent si des télescopes plus grands et plus puissants résoudraient tout. Théoriquement oui, mais pratiquement limité. On ne peut construire un télescope d'un diamètre au moins égal à celui du système solaire, infiniment grand, à haute résolution observant tout le ciel d'un coup et jamais en panne. Même si l'humanité pouvait construire une telle machine, construire un vaisseau spatial à vitesse proche de celle de la lumière ne serait pas plus difficile que de fabriquer une automobile aujourd'hui, mais évidemment nous ne pouvons surmonter les limites physiques, nous améliorons la technologie étape par étape et repoussons un peu les frontières, comme avec le télescope spatial James Webb et son immense pare-soleil et sa mécanique moderne, mais nous savons qu'il ne peut révéler l'univers entier.
En novembre 2025, des observations préliminaires du télescope Roman dans des champs profonds de l'univers ont montré plus de 10 fois plus de galaxies faibles que traditionnellement, corrigeant à la hausse l'estimation totale du nombre de galaxies. Il y a environ 20 ans, lorsque notre technologie d'observation avec Hubble était relativement avancée, nous confirmions dans le groupe local de galaxies, d'un diamètre de 5 millions d'années-lumière, seulement 50 à 60 galaxies. Aujourd'hui, elles sont 110 dans le groupe local, la plupart relativement faibles et petites, avec un scintillement plus faible que les nuages de Magellan. Essentiellement, ces galaxies sont pour la plupart de faible masse avec un diamètre comparable à celui de la Voie lactée, mais appelées galaxies satellites, les mieux observables. Dans de telles galaxies, le nombre de satellites par galaxie varie d'environ 30, ce nombre diminue avec la distance, à des centaines de millions d'années-lumière il tombe à 0,6. Dans notre groupe local, la Voie lactée et Andromède, les plus grandes, sont entourées de nombreux satellites comme des enfants fidèles. Le nombre totalement compté est que la Voie lactée aura des dizaines à des centaines de satellites. Extrapolés à l'ensemble de l'univers observable, les galaxies et leurs satellites pourraient totaliser 6000 billions à 20 trillions. C'est un nombre extrêmement grand, mais il influence à peine le nombre d'étoiles mentionnées précédemment, car les galaxies satellites comparées aux grandes avec des centaines de milliards d'étoiles n'en ont que des dizaines de milliers, environ 0,01%. À long terme, les 2 billions de galaxies dans l'univers observable ne sont que la pointe de l'iceberg, les télescopes ne voient pas de nombreuses galaxies faibles ou trop lointaines. Et si dans chacune de ces galaxies des civilisations émergent ou de simples cités lumineuses ou des forêts murmurantes avec des planètes vivantes, alors l'univers est un lieu de vitalité véritable, infiniment diversifié de vie. Informations complémentaires sur les estimations, les analyses les plus récentes de novembre 2025, basées sur des données combinées de James Webb et Roman, augmentent le nombre total jusqu'à 35 trillions, en tenant compte des halos de matière noire autour des galaxies naines. Des modèles cosmologiques intégrant la matière noire froide et l'énergie sombre raffinent ces chiffres, suggérant que des structures filamentaires à grande échelle pourraient abriter des populations cachées de galaxies, multipliant potentiellement les habitats potentiels pour la vie par un facteur supplémentaire. Bonjour à tous, nous savons tous que les théories physiques modernes, que les scientifiques construisent laborieusement avec des murs de laboratoire couverts de formules et lors de conférences animées, sont incomplètes et que des théories plus profondes se terminent souvent par des déceptions. Nous savons que tout s'explique dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, qui décrit les particules fondamentales et les interactions. Il montre que l'univers est composé de matière et d'antimatière, ces deux-là entrent en collision et s'annihilent mutuellement en énergie pure. Par exemple, un électron et un positron produisent lors de leur collision généralement une paire de photons rayonnants, dans certains cas hautement énergétiques, des bosons Z, des bosons W ou des muons apparaissent en trajectoire spirale. Les grandes théories unifiées affirment qu'après le Big Bang, dans une explosion d'énergie, la matière et l'antimatière auraient dû s'annihiler complètement et laisser un univers vide et insensé, mais pour une raison inconnue, de la matière normale est restée et a formé des galaxies tourbillonnantes, des étoiles brûlantes, des planètes verdoyantes et une vie complexe. Cette asymétrie reste l'un des plus grands mystères de la physique, sur lequel les scientifiques ruminent nuit après nuit. Devant des tasses de café. Les scientifiques ont proposé de nombreuses hypothèses pour expliquer l'asymétrie, mais ignorent laquelle est correcte ou fausse. L'une des plus raisonnables est que, après la naissance, les désintégrations de particules ont produit plus de matière et créé progressivement un déséquilibre que nous observons aujourd'hui. Les désintégrations de particules ne sont peut-être pas la seule cause, la théorie de la supersymétrie montre son incomplétude, et les scientifiques doivent repenser. Le problème principal est résolu. L'univers était-il symétrique après sa naissance? Si symétrique, le modèle standard c'est que chaque particule a une particule partenaire. Il existe des dizaines d'autres théories supersymétriques qui renversent la nature et expliquent tout. Une asymétrie ou une symétrie incomplète pourrait cacher de nombreuses nouvelles espèces de particules et de nouveaux phénomènes physiques. Dans le modèle standard, chaque particule a une antiparticule, donc la désintégration de particules produit plus de matière normale que d'antimatière, mais il existe encore des espèces de particules inconnues. Avant le problème plus profond, pourquoi les scientifiques croient-ils que l'univers est composé de matière et d'antimatière et qu'aujourd'hui il est entièrement fait de matière normale?
Ce n'est pas une prédiction sans fondement, les particules et antiparticules se combinent en photons hautement énergétiques, et cet événement est un signe clair dans le fond diffus cosmologique, la couche la plus ancienne de photons de l'univers, que des télescopes comme Planck enregistrent dans des données froides. Il en résulte un rapport de particules de matière normale aux photons du fond diffus cosmologique de 1 à 1 milliard, ce qui signifie qu'au moment de la naissance de l'univers, la matière et l'antimatière étaient presque égales. Pour 1 milliard d'antiparticules il y avait 1 milliard plus une particule normale. Après la collision et la production d'énergie, les particules normales sont restées et se sont combinées en ce que nous voyons aujourd'hui, essentiellement. C'est une asymétrie extrêmement petite, mais avec le nombre immense de particules, elle n'est pas négligeable. Aujourd'hui, la matière énergétique environnante de l'univers consiste à environ 5% de matière normale, et les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi l'univers est si asymétrique. Asymétrie extrêmement petite, mais mystère extrêmement grand. Comment les scientifiques déchiffrent-ils ce problème? Qu'ont-ils déchiffré jusqu'à présent avec le grand collisionneur de hadrons et d'autres expériences d'accélérateurs? Au total, c'est évidemment un problème difficile, l'un des plus grands mystères de la physique. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont cherché le moment dipolaire électrique de l'électron, l'une des recherches les plus difficiles et chronophages de l'histoire de la science, accompagnée du bourdonnement de pompes à vide dans des laboratoires froids. Que signifie le moment dipolaire électrique de l'électron? Essentiellement, l'électron est une minuscule particule chargée, mais elle n'existe pas seule. Autour de l'électron, il y a un nuage de particules virtuelles, comme un champ magnétique invisible qui attire et repousse. En mécanique quantique, on appelle cela le champ quantique de l'électron, et toutes les particules ont de tels champs qui interagissent entre eux. Si des champs inconnus correspondent à de nombreuses particules exotiques, ils rendent le nuage d'électrons asymétrique. En d'autres termes, les interactions produisent un moment dipolaire. Le moment dipolaire électrique de l'électron est la différence entre le centre de masse et le centre de charge. Cette différence n'a jamais été détectée. Des expériences de haute précision mesurent des valeurs bien plus petites que possible. Ce fait force les scientifiques à ajouter de nouvelles espèces de particules au modèle standard pour expliquer le déséquilibre matière-antimatière. Même dans la théorie de la supersymétrie, rien ne se passe, l'électron reste une sphère parfaite. Au contraire, l'électron serait légèrement allongé. Un électron non sphérique aurait un moment dipolaire non nul. La tâche des scientifiques est de confirmer si l'électron est rond ou allongé, essentiellement mesurer la différence entre le centre de masse et le centre de charge. Tout cela semble trop compliqué, mais des expériences profondes montrent à quel point c'est difficile. La taille de l'électron est extrêmement petite, des chiffres exacts ne sont pas confirmés. Certaines anciennes calculations disaient que l'électron était 1000 fois plus petit qu'un proton, mais aujourd'hui les limites expérimentales savent qu'il est encore plus petit. Néanmoins, la différence de centre de masse doit être mesurée. La description de l'expérience prend beaucoup de temps. Un résumé simple et compréhensible. Dans les expériences sur les électrons, des atomes sont placés dans une chambre à vide, sans contact avec d'autres atomes. L'expérience choisit des atomes de monofluorure d'yttrium. Les atomes sont légèrement tirés par des champs électromagnétiques et volent d'un bout à l'autre de la chambre. L'installation de laboratoire mesure environ 1 mètre de long. Normalement, les atomes volent dans une direction environ 1 mètre. La faiblesse de cette méthode est que les atomes se déplacent à des centaines de mètres par seconde extrêmement vite et que le temps d'observation réel n'est qu'une milliseconde. De nombreuses données sont enregistrées sans gaspillage. Pour surmonter l'inconvénient, les scientifiques inversent rapidement les pôles magnétiques aux deux extrémités de la chambre. Maintenant, les atomes ne volent pas dans une direction, mais sont tirés d'avant en arrière au milieu. Cette méthode s'appelle piège magnétique. Si la chambre de laboratoire est ronde, les atomes circulent à l'intérieur. Cette innovation augmente le temps d'observation d'une milliseconde à 3 secondes, un changement de durée. Le temps de mesure n'est interrompu que par la désintégration des molécules en forme stable de basse énergie. L'objectif de l'expérience est la précision la plus élevée possible dans la mesure de fluctuations minimales de champs magnétiques. De telles données sont collectées environ 2 mois et plus de 100 milliards d'électrons sont enregistrés. Puis les scientifiques travaillent des années sur le calcul d'erreurs et encore 2 ans.
Le résultat final de l'expérience est nul, du moins cette fois aucun moment dipolaire électrique de l'électron n'a été enregistré. Pour éviter les erreurs, les scientifiques prévoient des techniques de refroidissement et des lasers plus précis pour affiner l'expérience moderne en environ 10 ans, mais indépendamment, le moment dipolaire électrique de l'électron reste jusqu'à présent nul, ce qui dit beaucoup, l'électron lui-même reste une sphère parfaite, la théorie de la supersymétrie n'est pas réfutée, le mystère de l'antimatière persiste. Si l'on jetait une particule d'antimatière dans la Voie lactée, elle existerait au maximum 300 ans avant de se combiner avec la matière normale en petites explosions gamma. Cela montre que dans notre galaxie, l'antimatière par rapport à la matière normale est de 1 à 10 puissance 15. Des observations à des distances de centaines de millions à 3 milliards d'années-lumière montrent presque aucune antimatière, car lors d'interactions avec la matière normale, des télescopes fermés depuis la Terre observeraient des rayons gamma ou X. Aujourd'hui, les scientifiques sont convaincus que l'univers observable consiste à 99,9999% de matière normale. La cause de cette asymétrie reste jusqu'à ce jour un mystère colossal. Des collisionneurs circulaires futurs proposés dans les années 2040 effectuent actuellement des expériences à plus haute énergie pour étendre la violation de charge parité et trouver des indices. La recherche la plus récente de l'an 2025 au Grand Collisionneur de Hadron de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire dans l'expérience B montre une asymétrie fondamentale dans le comportement des baryons. Les baryons et leurs antibaryons conjugués charge parité ont des taux de désintégration différents, ajoutant une nouvelle pièce au mystère matière-antimatière. Information complémentaire. En novembre 2025, les données les plus récentes du Grand Collisionneur de Hadron ont observé des processus de désintégration rares avec violation de charge parité, renforçant les signes de physique au-delà du modèle standard. Des données supplémentaires du même mois confirment une légère violation dans les désintégrations de kaon, suggérant de nouvelles sources pour l'asymétrie. Des expériences complémentaires au CERN, utilisant des pièges à ions froids, ont mesuré des asymétries dans les transitions d'hyperfine, fournissant des contraintes plus strictes sur les théories supersymétriques et ouvrant la voie à une unification potentielle avec la gravité quantique. Bonjour à tous, le destin final des étoiles est souvent une luminescence rayonnante et la propagation d'ondes de choc d'énergie extrême, un événement étroitement lié à leur masse, mais pourquoi souvent pas, car les étoiles interagissent parfois entre elles, normalement. Les étoiles s'attirent par gravité assez près d'autres étoiles pour qu'une explosion de supernova soit complètement déclenchée, même sans masse suffisante. Avec une aide externe, la vie se termine en une explosion magnifique, et l'espace explose après la mort par écho à nouveau. Fondamentalement, c'est l'évolution. Chaque étoile normale traverse une seule fois la combustion stable hydrogène-hélium dans la séquence principale, mais peut évoluer plusieurs fois en version plus puissante. L'une des versions d'évolution les plus courantes est la naine blanche. Statistiquement, 97% des étoiles existantes dans la Voie lactée finissent après la séquence principale, lorsque l'enveloppe externe est dispersée comme un beau nébuleux, en naine blanche. Dans la séquence principale, comme mentionné dans des vidéos précédentes, la température du noyau est de millions de degrés. Cette vidéo se concentre seulement sur les naines blanches. Qu'est-ce donc qu'une naine blanche ? Une naine blanche est essentiellement le noyau extrêmement dense et chaud restant d'une étoile morte. Ce noyau est si dense qu'il a un diamètre légèrement plus grand que celui de la Terre, mais une masse d'une demi-soleil. Certains documents de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace indiquent que la densité moyenne d'une naine blanche est d'1 million de tonnes par mètre cube, presque 200 000 fois plus dense que la Terre et plus de 700 000 fois plus dense que le Soleil. La gravité de surface est 350 000 fois plus forte que sur Terre. Sur Terre, une personne de 70 kg pèserait sur une naine blanche 24 000 tonnes, sur le Soleil presque 2 tonnes. Beaucoup entendent ces rapports de densité et pensent à une erreur, mais non. La densité moyenne de la Terre est de 5,0 tonnes par mètre cube, tandis que le Soleil, malgré sa masse colossale, a une densité moyenne d'1,4 tonnes, presque 4 fois plus basse que la Terre. La structure solaire consiste principalement en plasma hydrogène-hélium. Plus on descend profondément, plus la température du noyau est élevée, générant une pression de rayonnement énorme qui repousse les couches externes. Cette pression de rayonnement empêche la gravité d'attirer la matière vers le bas. La masse totale est énorme, mais la densité moyenne correspond à des couches de gaz épaisses comme chez Jupiter.
Revenons à la naine blanche. Outre la haute densité, une naine blanche a une luminosité faible. Des analyses spectrales montrent au moins 100 000 Kelvin de température extrêmement élevée. La surface est souvent couverte d'une atmosphère mince de 10 à dizaines de mètres. L'atmosphère consiste principalement en hydrogène et hélium, particulièrement certains avec des composants lourds de carbone-oxygène. Que dit cette information? D'abord un paradoxe. Les naines blanches ont des températures de centaines de milliers de Kelvin, sont chaudes, mais plus faibles que le Soleil. La température de surface du Soleil est d'environ 5500 degrés, mais la luminosité est extrêmement rayonnante. Notre Soleil est plus lumineux que 85% des autres étoiles dans la Voie lactée, mais la température de surface est extrêmement modeste. Pourquoi? En réalité, l'univers dans son ensemble est similaire. La luminosité dépend souvent de la surface. Par exemple, l'une des étoiles les plus lumineuses dans la Voie lactée, Bételgeuse, avec une température de surface d'environ 3000 degrés, mais une luminosité de 250 000 soleils. La raison est la surface colossale. Cette étoile a un diamètre d'au moins 1400 soleils. La surface est 9,022 fois 10 puissance 9 km² de plus. La surface solaire est 12 fois 6,08 fois 10 puissance 10 km², donc plus de 2 millions de fois plus grande, la luminosité correspondante moindre, de loin comme une ampoule de 500 watts comparée à 5000 ampoules d'1 watt ensemble plus sombre. La situation des naines blanches est similaire, température extrêmement élevée, mais taille trop petite pour une luminosité extrêmement modeste. Cela rend de nombreuses naines blanches dans le système solaire autour de nous, mais invisibles à l'œil nu. La naine blanche la plus proche de la Terre est Sirius B. Nous connaissons l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius, mais Sirius est en réalité une étoile de type A de la séquence principale avec une naine blanche faible dans un système binaire. Si l'on liste toutes les naines blanches dans l'univers, elles sont une espèce de corps céleste extrêmement riche, le produit final du cycle de vie des étoiles de petite à moyenne masse. Aujourd'hui dans l'univers, la plupart des étoiles existent comme deuxième ou troisième génération après la formation de l'univers, avec une faible métallicité. De telles étoiles ont souvent une petite masse, donc dans un avenir lointain les naines blanches pourraient devenir l'espèce de corps céleste là. Plus courante dans l'univers, cela signifie plus de chances pour la vie, inaudible, mais les naines blanches sont évaluées comme source principale de carbone dans l'univers. Des données de la mission Gaïa de l'an 2023 et des simulations les plus récentes cartographient des millions de naines blanches dans la Voie lactée et confirment leur rôle dans l'enrichissement du milieu interstellaire en métaux lourds. Informations complémentaires. Des données Gaïa actualisées de l'an 2025 estiment le nombre de naines blanches dans la Voie lactée à plus de 100 millions, avec une évaluation de contribution au cycle du carbone plus de 2 fois plus élevée que traditionnellement. En novembre 2025, des observations ont confirmé une augmentation d'oxygène et de néon dans les naines blanches de deuxième génération. Des études spectroscopiques détaillées ont révélé des signatures de silicium et de magnésium accrétés, indiquant que ces objets recyclent non seulement le carbone mais aussi des éléments clés pour la formation planétaire, potentiellement semant les graines de nouvelles générations de systèmes solaires habitables. Pour comprendre davantage ce problème, examinons la structure des naines blanches. Les scientifiques disent que les naines blanches consistent principalement en carbone et oxygène. Le carbone et l'oxygène sont synthétisés dans les étoiles par le processus triple alpha, concrètement dans la phase d'expansion de l'étoile. Lorsque la température est assez chaude, 4 noyaux d'hélium brûlent, 2 hélium 4 fusionnent en beryllium 8, mais le beryllium 8 est extrêmement instable et se désintègre immédiatement en petites particules, 17 fois 10 puissance moins 8,19 secondes, mais dans ce court moment le beryllium 8 se combine avec un autre hélium 4 dans un état de résonance. Ces 3 hélium 4 se combinent de manière similaire. L'état de résonance se désintègre en 3 hélium 4, mais cette désintégration produit dans un cas sur 2420 du carbone 12, la probabilité de production de carbone 12 est de 1 sur 2420, ce rapport augmente considérablement à des températures stellaires d'1 milliard de Kelvin. Après une formation massive de carbone 12, un autre hélium 4 se combine en oxygène. Dans cette phase, la température et la pression augmentent davantage. Le magnésium et le néon commencent à se synthétiser, mais les étoiles de masse supérieure à 8 masses solaires ne produisent pas beaucoup de magnésium et de néon. Normalement, de telles étoiles finissent avec du carbone et de l'oxygène. En résumé,
le processus triple alpha pour la synthèse de carbone et d'oxygène commence avec l'hélium 4 et produit des produits. Dans certains cas, les étoiles de 8 à 10 masses solaires produisent des naines blanches non basées sur le carbone avec des composants principaux oxygène, magnésium et néon. Après la formation d'une naine blanche, la température du noyau se situe entre 5 millions et 20 millions de Kelvin, mais les processus de fusion nucléaire n'ont pas lieu, l'étoile se refroidit progressivement lentement, le refroidissement dure selon les prévisions des milliers de milliards d'années. La raison de la lenteur est la haute densité de la naine blanche, l'enveloppe externe entrave la sortie des photons de rayonnement. Les naines blanches sont des espèces de corps célestes stables connues. Des vidéos précédentes mentionnaient la pression de dégénérescence des électrons qui maintient la pression gravitationnelle. Les électrons suivent le principe d'exclusion de Pauli. Les atomes n'occupent que des niveaux d'énergie appropriés avec leurs propres états quantiques. Dans la naine blanche, la matière est extrêmement compressée. Cette compression modifie les niveaux d'énergie des électrons, sans principe de Pauli. Aucun autre électron ne pourrait voler l'état d'énergie ou céder son état d'énergie à un électron, alors les électrons ont un momentum extrêmement élevé mais ne peuvent pas bouger. Dans cette situation piégée, cette compression produit une pression colossale qui empêche l'effondrement gravitationnel de la naine blanche. La pression persiste, les électrons sont progressivement arrachés des atomes, puis les noyaux nus et la mer d'électrons se mélangent comme une collection d'ions flottants, c'est-à-dire un état de plasma solide avec une densité extrêmement élevée mais un comportement gazeux. Les scientifiques l'appellent état de matière dégénérée des électrons. La matière dans cet état montre un comportement inhabituel comparé à la matière normale. Dans la matière normale, la masse augmente le volume. Les personnes légères ont un volume plus grand que les lourdes. Dans les naines blanches, c'est différent. Une masse supplémentaire réduit le volume. La gravité presse les particules de matière dégénérée plus près. Les naines blanches de taille terrestre sont proches de la limite de la pression de dégénérescence des électrons. En cas d'explosion, les scientifiques disent que si la masse d'une naine blanche dépasse 1,4 masse solaire, elle explose. L'explosion est plus lumineuse que toute la galaxie. Une grande quantité de carbone et d'oxygène non brûlé est libérée dans l'espace. Des éléments fondamentaux connus pour la vie sont le carbone, nous-mêmes, cette planète et d'autres formes de vie sont tous basés sur des structures moléculaires de carbone, et si les naines blanches sont vraiment l'origine de la vie au noyau, nous prédisons dans une certaine mesure que la période d'explosion de l'univers pour la vie n'a pas vraiment commencé, un univers vieillissant avec des dizaines de milliards de naines blanches attend. La recherche la plus récente de l'an 2025 montre que les naines blanches consomment encore des systèmes planétaires, dans environ 50 milliards d'années, lorsque le Soleil deviendra une naine blanche, un processus similaire pourrait se produire. De plus, des restes de naines blanches fusionnées sont rarement découverts. Les naines blanches offrent à long terme des zones habitables avec des métaux lourds abondants dans l'univers. Informations complémentaires, en novembre 2025, des observations dans plusieurs systèmes de naines blanches ont détecté des restes planétaires, preuve de la formation de planètes de deuxième génération. Cela soutient scientifiquement la possibilité que les naines blanches deviennent de nouveaux berceaux pour la vie. Des données supplémentaires du même mois montrent un enrichissement en métaux dans les atmosphères de plus de 200 naines blanches, indiquant une accrétion récente de planètes similaires à la Terre et augmentant les chances de chimie complexe dans les phases froides. Des modèles théoriques avancés prédisent que, dans un univers dominé par des naines blanches refroidies, des zones de stabilité thermique pourraient persister autour de ces objets, favorisant des réactions chimiques lentes mais durables nécessaires à l'émergence de protovie dans des environnements riches en éléments lourds.